Bien entendu, il faut que ce soit interactif. Donc n'hésitez pas à demander la parole pour poser des questions, faire part de vos réactions et éventuellement de vos propres expériences. Voilà. Alors, vous savez toutes que finalement, il y a des bébés qui sont incarcérés avec leur maman. Alors qu'ils naissent en prison, il y a des bébés en France, il y en a 50 chaque année qui naissent et qui vivent jusqu'à 18 mois avec leur maman en prison. Or, si on sait que finalement une maman peut garder son enfant en détention auprès d'elle, on notera que ce n'est pas le cas pour toutes et qu'aucune législation en Europe ne préconise une attention particulière et soutenue aux relations entre un nourrisson et son père incarcéré. De nombreuses études ont pourtant montré dans les domaines différents, comme comment vous pouvez des recherches du couple Parker, je ne sais pas si vous connaissez cette recherche de 1986 sur les abus sexuels ou celle des psychologies du développement de Jean Le Camus en 2000, ça c'est moi, que de la qualité des premiers contacts entre le père et l'enfant dépendait la qualité des relations ultérieures. Bien des maladresses paternelles s'expliquent par l'absence ou la mauvaise qualité des contacts précoces entre le père et le nourrisson. Afin de prévenir ces troubles de la relation entre le père et son enfant, il est nécessaire de favoriser les contacts gratifiants pour l'enfant et son parent au cours des 2 premières années. Donc, je veux redire ça en disant qu'il n'est pas suffisant d'être géniteur pour être un parent. Si par parent est entendu le sentiment de responsabilité vis-à-vis de l'enfant, les 2 premières années de la vie de l'enfant sont déterminantes de la capacité du parent à le devenir. Convaincu de l'importance de cet enjeu de santé publique, le relais enfant-parent souhaite expérimenter, afin d'en évaluer la pertinence et les difficultés de mise en œuvre, et ultérieurement généraliser des espaces de visite d'enfants de moins de 24 mois à leur père. Voilà la nouvelle expérience que nous allons lancer. Alors, nous avons l'accord de l'administration pénitentiaire et l'accord du directeur de Fleury-Mérogis. Nous allons lancer... alors, je vous dis comment on s'adresse au père, finalement. Monsieur, vous êtes le père d'un bébé âgé de 24 mois au maximum et vous souhaiteriez le voir seul pour mieux le connaître et vous occuper de lui. Le relais enfant-parent vous propose une rencontre mensuelle à l'espace enfant encadré par un accompagnant de notre association d'une durée d'1 heure avec votre bébé. Votre enfant doit déjà être titulaire d'un permis de visite avec un membre de votre famille. La personne en charge de votre enfant doit adhérer à votre projet de recevoir la visite de votre enfant par le biais de notre service relais enfants-parents. Donc on va constituer, si vous voulez, une petite équipe de volontaires du relais enfants-parents qui seront spécialisés dans ces bébés, voilà, qui auront donc peut-être on envisage une petite formation un peu spécifique sur les tout-petits. On va fabriquer, donc constituer un sac à dos dans lequel nous mettrons le nécessaire pour emmener l'enfant au parloir, pour qu'il y ait si vous voulez, un pack type avec 2 couches, un biberon d'eau, du lait de toilette, voilà, pour qu'il y ait un système de contrôle et de systématique pour les surveillants et le contrôle. Et on va donc aménager aussi, dans l'espace enfant qu'on a déjà en prison, on va aménager un coin bébé. Alors c'est très très demandé. Enfin, nous, si vous voulez, cette idée nous est venue à partir des événements qu'on organise. On rencontre, on amène des bébés. Alors déjà, on a beaucoup de mal à convaincre les mamans de tout petits de nous confier le bébé pour qu'on aille le remettre au papa. Elle nous dit, mais il ne saura pas, machin, vous comprenez, il ne s'en est jamais occupé, gna 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 gna. Alors on lui dit, mais d'abord on sera là. Et puis, il a plein de papas autour de lui qui pourront lui dire aussi comment on s'en occupe. On finit par les convaincre, on va aux événements et on s'aperçoit qu'effectivement, le papa est très maladroit, très gauche, avec un tout petit. Il l'a quelquefois jamais porté tout seul.
Il ne l'a jamais changé. Il n'a jamais donné un biberon. Donc, du coup, on s'est dit, mais c'est vrai que c'est important. Et Alain, avec les études et les recherches qu'il fait, nous a dit, mais c'est vrai, c'est très important. Alors, du coup, on a décidé de faire ça. Bon, on va voir hein, si ça marche. On vous le dira. L'année dans 2 ans. On a 2 ans pour expérimenter, pour vous le retransmettre. Passer le relais. On le fait depuis assez longtemps, hein, ça, au REP à Marseille. Hein, on l'a fait depuis, moi, il me semble qu'il y a 7-8 ans déjà, on le faisait chez les hommes. Si, moi j'ai fait un petit Grenoble, je me souviens, il y a au moins 7 ans. Ah oui, mais des bébés, on en amène, hein, c'est pas la question. Là, ce sont des bébés qui sont titulaires d'un permis de visite avec la famille, avec la maman en général, à qui on va offrir un petit plus une fois par mois. Voilà. Oui, ça vous arrive, oui, mais bien sûr, il y en a sûrement qui le font. Pourquoi pas? La mère viendra aussi en plus du reste. Ah non, 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 c'est une relation privilégiée entre l'enfant et son papa. Hein? Mais l'enfant, il va par ailleurs avec la famille. Voilà, l'enfant, il va par ailleurs avec la famille. Et ça sera son petit plus à lui. Voilà. Le parloir famille se continue quand même. Oui, Oui. Ça ne change rien au parloir famille. Il aura son petit plus à lui, qui est ce parloir une fois par mois entre papa et bébé. Voilà. On en a un, il vient tous les 15 jours voir son papa. Bon, il va au parloir, famille hein, aussi. Hein, et il vient depuis l'âge de 10 mois. enfin, Et, vous disiez les papas sont maladroits, mais il y en a qui sont très adroits. Ah ben bien sûr, heureusement. je crois qu'il y a un double projet. Il y a un axe qui est important. Il y a un axe qui est important dans l'expérience qui va être conduite. Vous savez, on est quelquefois très petit. Pas nécessairement âgé. On va montrer en détention une attention particulière à la relation entre l'enfant de moins de 2 ans et son père. On va le montrer aux autres détenus. C'est vraiment un temps particulier, un pôle de volontaires formés à ces accompagnements qui ne feront que cela. Et ça dit les choses autant à ceux qui en bénéficient qu'à ceux qui en sont témoins. Ça fait des années qu'on essaie, je le fais dans les différentes instances européennes, quand j'y suis invité, je l'ai fait au Parlement européen, de dire qu'il y a une évidence qu'on doit avoir en tête, c'est que prévenir les troubles de la relation enfant-parent, ça n'est pertinent qu'entre 0 et 3 ans. Enfin, c'est surtout pertinent entre 0 et 3 ans. Si on n'apprend pas, si on n'est pas sensible à la capacité du père à exercer sa fonction avant 3 ans, on perd une occasion fabuleuse de prévenir des troubles de la relation et des troubles bien plus conséquents. Ça, il faut en convaincre, et en convaincre les pères, d'abord qui n'y croient pas trop, en convaincre l'administration, et les convaincre, ça passe par des expériences comme ça. Tout d'un coup, on officialise une attention, on manifeste, on institue un savoir-faire comme étant un axe capital de notre action, parce qu'on administre la preuve que c'est quelque chose de fondamental. On va le verbaliser. Ça ne veut pas dire on faisait des accompagnements, on en fait, vous en faites, et on en fera naturellement d'enfants très jeunes à leur père. Mais là, c'est vraiment créer en détention un pôle Un espace spécifique pour les enfants, pour des pères qui voient leurs enfants de façon régulière. Et là, vraiment montrer l'attention qu'on a à ce moment particulier où un père apprend à l'être dans la confrontation à son jeune enfant. Il faut dire, on a toujours tendance à dire que notre société est sombre, qu'elle est malade. Il y a une espèce de volonté de toujours noircir le temps moderne. Mais les temps modernes, pour moi qui adore l'histoire, ont quelque chose de remarquable, il faut le dire, c'est la place des hommes auprès des tout-petits. Ça, c'est un des aspects des temps modernes qui est un gain de civilisation et on doit l'encourager. Voilà. Du coup, c'est plusieurs papas à la fois en fait. Non, Ah non. non, c'est un papa. Et comment les autres voient
Parce qu'ils savent que c'est un service d'accompagnement. Tout d'un coup, dans la détention, il y a un service d'accompagnement. C'est tout ce qui va se dire autour de ce service d'accompagnement. On va recevoir un questionnaire, ce sera affiché en détention, vous voyez, ils pourront faire la demande. Ça, c'est important. Ce qu'on fait profite à ceux qui en bénéficient directement, mais profite à tous ceux qui en sont témoins. On est des témoins. On témoigne du fait que les détenus, quels qu'ils soient, sont parents. Et même ceux qui ne bénéficient pas de notre action en bénéficient, malgré tout. Parce que notre action, c'est comme une empreinte. Ça marque. Je travaille en espace rencontre et ce qu'on remarque ces derniers temps, et j'ai rencontré les gens du nord de la France, Longwy, Charles-Mézières, etc. Et on remarque aussi en espace rencontre une augmentation des papas, de jeunes enfants. Pratiquement, il y a des séparations qui se font quand les femmes sont enceintes, juste après l'accouchement, et donc on a une augmentation de bébés, de demandes pour des visites de bébés, et on se pose beaucoup de questions par rapport à, parce que notre rythme est théoriquement tous les 15 jours, 1 heure, donc nous on met sur pied aussi un programme spécifique pour des bébés qui est au moins une visite une fois par semaine, et encore. Ça pose la question de comment se construit cette relation, quelle doit être la fréquence de cette relation, quelle peut être la qualité de ce qui se construit. C'est vraiment un chantier, Alors, un grand chantier. Pour le rythme, on a choisi 1 fois par mois. C'est parce que je vous ai bien dit que c'était des enfants qui étaient donc titulaires d'un carnet de visite et qui en général vont régulièrement déjà voir le papa avec la famille, ou la grand-mère ou la maman. Moi, je trouve que c'est une expérience intéressante, en ce sens qu'elle est très pédagogique par rapport aux mères. Elle tendra à leur montrer qu'il n'y a pas qu'elles qui sont en capacité de s'occuper pendant une heure d'un nourrisson. Oui. C'est très très important parce qu'on s'aperçoit à quel point ces mères ont du mal à laisser la place au père d'être le père. Et quand ce matin vous parliez d'être père, je me disais, mais pour être père, il faut que la mère vous ait reconnu comme étant le père de son enfant avant. La première chose, c'est qu'il faut que la mère accepte que vous soyez le père de son enfant. Eh bien, je sais pas si c'est que ça. Il n'y a pas que ça. Non, parce que ça, c'est vrai que c'est un discours qui a été tenu pendant des années en disant c'est la mère. Pourtant, il y a des mères qui ne laissent pas de place et les pères sont des pères. Et non, l'occupent. Je pense que c'est très complexe parce que par rapport à... c'est complexe. Bien sûr qu'il y a de la pédagogie, mais au-delà de la pédagogie, il y a la question de l'expérience, ce que Alain Bouragba disait ce matin. Tactile, et ce qu'on voyait dans le film, sensoriel, de l'odeur, de l'enfant et du père. C'est au-delà des histoires. De la question pédagogique, c'est que cet enfant, il va sentir son papa et il va être comme ça. Je crois que l'enfant a dans son contact un vrai pouvoir de légitimer le père. C'est le père. Au-delà de la question de la mère, bien sûr. D'ailleurs, il y a même des mères qui veulent amener un enfant au père et on sent que ça ne fonctionne pas, à l'inverse. À l'inverse. Oui, exactement. Parce qu'elles occupent toute la place aussi. Elles veulent, mais pas trop quand même. Pas trop d'infos. Maintenant, ça demande, c'est vrai, une attention et ça demande un accompagnement précis parce qu'il faut... Là où c'est pas la prudence, c'est plus que la prudence, c'est moins. Il faut savoir accueillir un père avec son bébé ou une mère avec son bébé. Et souvent, l'accueil du jeune enfant avec son parent, c'est montrer aux parents la compétence de son enfant. Ses compétences. Le parent a tendance
être effrayé par la capacité énorme de l'enfant à comprendre. Vous avez un enfant de 2 mois, vous parlez de lui, l'enfant vous regarde, il comprend que l'on parle de lui. J'ai vu récemment un enfant, c'était au RAM, une petite fille à côté d'un autre enfant qui hurlait, que les assistantes maternelles n'arrivaient pas à calmer. La petite fille de 8 mois a été prendre un objet et lui a tendu pour qu'il se calme. C'est quand même tout à fait magnifique. Ces compétences-là, quand on les dit à un parent, on voit le parent s'ouvrir à son enfant et le rencontrer. Je parlais de rencontre ce matin, et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Et pour ça, il faut déjà soi-même être très en observation de l'enfant. Et ça se prépare. Dans le cas où la mère refuse, s'oppose à la visite au père. Ah ben là, on ne peut pas, parce que le parti pris, c'est de dire... Par exemple, je sais pas, il peut y avoir un jugement qui fait que... Mais si la mère refuse, puisque nous, on ne prendra que des enfants titulaires d'un permis de visite. Donc, c'est que la mère a déjà adhéré au projet. Ah ben, on ne le fera pas. Ça sera on ne fera d'un autre, on essaiera de faire autre chose, mais on ne fera pas dans ce dispositif. Et quand la mère refuse, le père peut s'adresser au juge aux affaires familiales et demander un droit. Voilà. Donc, si jamais... Ça, c'est possible. Oui, c'est possible. Ça arrive même régulièrement. Mais par rapport à ce que vous dites, je pense que parfois il faut pouvoir prendre le temps pour rassurer, indépendamment des histoires conflictuelles. Mais parfois on se rend compte que les gens sont très défensifs et que si on prend le temps et que finalement on presse pas pour que ça aille plus vite que ce que ça... Parfois les choses peuvent être une question d'égalité. Est-ce qu'il y a une possibilité d'emmener quand même... Ah non, bien sûr. Dans le refus, je souscris tout à fait. Il faut prendre le temps d'analyser. Vous savez, parfois, il y a des mères ou des pères qui vont refuser avec tellement de rage qu'ils vous obligent à une rage à peu près égale à la leur, moins violente, mais à peu près étouffée, mais presque d'une même ampleur. Parce que votre rage les légitime dans la leur. Comme ils ne sont pas convaincus de la rage qu'ils éprouvent, ils entraînent chez vous des réactions de colère pour pouvoir s'assurer le parti qu'ils prennent alors qu'ils n'étaient pas tout à fait convaincus qu'ils devaient le prendre. C'est pas de la grande psychanalyse, ça. C'est simplement la lecture de Molière et de Marivaux. C'est classique. Donc il ne faut savoir refuser l'opposition frontale. C'est toujours... On ne peut pas. L'intérêt de ces dispositifs qu'il faut affiner, c'est qu'on décide de ne pas tout faire, justement. Quand on décide de ne pas tout faire, on dit ce que l'on fait et la pertinence de ce que l'on fait. Et quand on dit on va travailler sur des relations enfant-parent, bébé-père, dans un cadre où la mère est acteur, etc., on dit l'importance que ça a justement dans le cadre même de la normalité. C'est dire ensuite que ça pourrait en avoir dans des cas où ça s'en éloigne. Mais on dit que c'est important là. À savoir affiner quelquefois des dispositifs, on dit quelque chose au-delà du bénéfice que les gens immédiats peuvent en tirer. Parce que moi, ce que j'entends du dispositif, c'est pour la triade. Voilà. C'est pas que pour la triade père et mère. Non, c'est la question de la triade. Donc, tout à fait. Quand ça coince avec la mère, c'est autre chose. Non, c'est une dynamique qui s'insère. Ça, c'est fait, mais pas dans ce dispositif-là. Mais c'est fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à Marie-France? Il n'y a plus rien à voir. Juste une question, parce que il y a pas mal de travail qu'on peut faire avec la photographie. Je ne sais pas si tous les établissements autorisent les relais enfants-parents à prendre des photos. Parce que c'est vrai que sur les questions de ces accompagnements de tout petits,
on a la possibilité de prendre des photos sur Marseille. Là, on a des mamans qui sont arrivées en nurserie avec leur bébé de 15 jours. On arrive à les prendre tous les mois. Et c'est très important pour elles, cet album famille, qu'elles peuvent envoyer à l'extérieur, à la maman, le papa en photo avec son enfant. Donc je sais que l'administration, parfois pour elle, c'est difficile d'accepter que des photos soient prises, etc. Mais là aussi, on peut rappeler l'importance de cet outil. Par rapport aux photos, en général, les mamans qui sont avec leur bébé en nurserie, si tu veux, il y a, enfin du moins à Fleury-Mérogis, il y a un système de photographie systématique. Tous les mois, elles ont droit à 5 photos. Donc, elles prennent des photos. Après, libre à elles de les envoyer à la famille ou pas. Hein. Mais je sais, pour avoir suivi beaucoup de mamans, qu'en fait, elles font des photos et qu'elles en envoient aux grand-mères, au grand-père, au papa. Voilà. Et pour les pères, c'est possible? Oui, oui. Ah, prendre des photos des papas avec le bébé, bah, je pense qu'il suffira qu'on le demande. On arrive à obtenir des photos pour les anniversaires, il n'y a pas de raison qu'on... L'an dernier, nous, pour le cadeau de Noël, c'était les photos avec les papas et toutes les administrations pénitentiaires l'ont accepté. Oui. Voilà, il fallait qu'il n'y ait rien sur le disque, vérifier, mais aucun centre nous a refusé. Non, non, mais au niveau des événements, on n'a aucun problème. Chaque année, à la fête de Noël et à la fête des pères, on fait des photos des papas avec leurs enfants et des mamans avec leurs enfants. Alors, effectivement, il faut être rigoureux sur le fait qu'on ne fait pas de rajout dessus, que c'est la maman et ses enfants et le papa et ses enfants, et pas les copains de papa. Et, voilà. Mais on n'a jamais eu de problème. J'avais en tête, quand tu as posé ta question. Ça marque l'histoire de l'enfance. Quand tu as posé ta question, j'ai tout de suite pensé à toute autre chose. J'ai pensé à ce travail assez remarquable qu'avait lancé Tom Kevich. Tom Kevich, c'est le photodrame. Et ça n'a pas été essayé, mais par contre, je pense que ça pourrait être un outil absolument. C'est pas envoyer des photos, c'est sur un atelier photo, faire le choix de la photo que je veux envoyer. C'est quelle photo je veux transmettre parmi des multiples photos. C'est ce qu'avait fait Tom Kevich avec des adolescents il y a quelques années. Il y a Dominique Fabre, qui est un remarquable psychologue de la région lyonnaise, qui a travaillé très longtemps au foyer maternel à Lyon, l'a fait aussi avec de jeunes mères qui étaient en déroute, parce que c'est très compliqué d'être mère à 15 ans, et qui peut-être les aider à le devenir en travaillant sur ces photos. Il leur faisait prendre, il prenait avec un artiste, photographe, différentes photos, et la question était pour elle, quelle photo elle choisissait de transmettre, et pourquoi. Et c'était une manière de penser à la relation, enfin c'était fabuleux. Dommage, il est à la retraite, donc il n'est pas là, mais il est remarquable. D'autres questions ou interventions? C'est qui là maintenant? C'est toi là? Non, c'est qui? C'est toi? Tu interviens sur quoi? Non, c'est Poissy. En fait, il y aura un problème. C'est quoi? Non, c'est... En fait, on devait intervenir... Sur l'enfant placé. Non, c'était un lieu qui mène à Poissy une expérience qui est assez coutumière, enfin ordinaire, de rencontres dans l'hypothèse de divorce conflictuel ou dans l'hypothèse de placement. Il était important que quelqu'un vienne parler de rencontres dans ce cadre-là, parce qu'elles ne sont pas très loin des nôtres, et en même temps, quelque chose, on dessine un contour très particulier. Mais c'est ce qui m'avait semblé intéressant dans son propos, et c'est pourquoi j'aurais souhaité qu'elle vienne, mais en fait, elle en a été empêchée, c'est que lors d'une conférence récemment, elle faisait le récit de quelque chose, d'un accompagnement, je vais vous le faire, qui avait duré des années et qui avait été pour elle véritablement une découverte fabuleuse de ce qu'elle pouvait apporter. Je vous fais le récit. En fait, elle a suivi pendant des années un enfant placé dont la mère était psychotique, mais une psychotique qui était quelquefois incohérente, qui était très rarement propre, qui faisait peur.
Et elle a eu très peur la première fois qu'elle a rencontré. Et elle en parlait, cette éducatrice, avec beaucoup de sincérité. Elle en a eu très peur. Et comme elle en a eu très peur, elle a fait ce qu'on fait quand on est éducatrice. Elle a essayé de masquer sa peur et d'être le plus courtois possible. Mais c'était une courtoisie qui était un peu figée, qui était convenue, sur laquelle elle n'arrêtait pas. Et plus elle marquait dans son attitude une espèce d'empathie qu'elle n'éprouvait pas, et plus la dame psychotique était maladroite. Et plus elle était maladroite, et plus sa petite fille se désespérait. Et finalement, la mère n'a plus tenu à ces rencontres. Elle lui était insupportable. Et elle a pris l'habitude d'arriver, la mère, et de dire à l'éducatrice, « Écoutez, j'ai besoin d'aller aux toilettes. » Elle allait aux toilettes, et elle restait dans les toilettes 3/4 d'heure, alors que la visite durait 1 heure. Et l'éducatrice s'est dit, quand même, ça ne va pas, il faut que je fasse quelque chose. Et elle a commencé à prendre le parti de parler la difficulté qu'elle avait à comprendre ce que lui disait cette dame. Et surtout, elle a eu cette question, elle a dit à cette dame, mais est-ce que c'est moi qui vous rend mal à l'aise? Est-ce que vous êtes mal à l'aise? Est-ce que vous avez peur? Et quand elle a eu le propos, quand elle a interpellé la dame psychotique en lui demandant « Est-ce que je vous fais peur parce que vous allez vous réfugier dans les toilettes ?» Elle a autorisé, tout d'un coup, non, elle s'est autorisée, elle, à penser la peur qu'elle avait de la dame. Et à ce moment-là, quelque chose s'est déchiré dans le voile qu'elle opposait à cette mère. C'était pas la peur de la dame, c'était sa peur à elle. Mais en parlant la peur de la dame, parce que la psychotique lui montrait une peur qu'elle avait en elle. C'est là où j'ai trouvé son propos remarquable de ce jeu pyrrhandélien dont je vous parlais, en parlant à la psychotique la peur qui était bien réelle. La psychotique avait peur, mais elle avait peur de la dame. Et en interrogeant la psychotique sur la peur qu'elle avait, elle s'est permis et s'est autorisée à se représenter la peur qu'elle avait et qui était l'origine de la peur de la peur. Et ça, ce moment-là, c'était Carrefour, ça a complètement changé. Elle a tout d'un coup pu comprendre ce que la folle lui disait. L'enfant a été beaucoup moins effrayé. Ça s'est complètement transformé. Elle a pu rentrer en contact, elle a pu aider à une relation entre la mère et l'enfant parce qu'elle s'était elle-même permise une relation et elle a étayé tout ça d'une véritable empathie. Je vous fais ce récit parce que je l'ai trouvé bouleversant. Ça a fonctionné, mais elle a tellement été en empathie qu'elle a cru que la mère était plus psychotique. C'est qu'au bout d'un moment, elle a pensé que la mère était normale, puisqu'elle lui parlait normalement. Et que dans ce cadre-là, elle était admirable avec son enfant. Donc elle a été voir, elle a été un jour qu'elle recevait les équipes de l'ASE, elle a dit, mais écoutez, c'est pas la peine qu'elle vienne encore dans cet espace rencontre. Elle est très claire, je comprends parfaitement ce qu'elle dit, il n'y a plus de troubles particuliers, laissez-lui son enfant la journée, elle s'en occupera très bien. Ce qu'a fait l'ASE. Et ça a été terrible parce que la mère n'a pas du tout supporté. Elle était remarquable dans le cadre qu'il étayait et ne l'était pas au-delà de ce qu'on pouvait lui demander. Et ça a été terrible et tout est reparti à l'envers. Il a fallu qu'elle entrevoie que ce qu'elle pouvait voir, ce n'était jamais que le résultat d'une relation, d'un contexte dans lequel la personne pouvait se déployer et qu'elle était différente dans un autre contexte et qu'on ne pouvait pas transposer ce qu'on pouvait observer dans une situation donnée de visite et de rencontre à l'ailleurs et qu'on ne pouvait pas lui donner plus de durée que ça en avait. Elle a renoncé à avoir une ambition qu'elle n'avait pas à avoir. Elle s'est centrée sur simplement ce qu'elle avait à faire, aider à la rencontre entre la mère et cette petite fille. La petite fille a grandi et après 15 ans, la petite fille a dit à l'éducatrice
ben c'est très bien, ma mère, je peux la voir seule, c'est très bien que je la vois, je n'ai plus besoin de vous. Et c'est l'éducatrice qui s'est retirée parce que la petite fille, mais elle allait avoir 18 ans de toute façon, ça allait être un autre dispositif, est complètement devenue autonome dans la confrontation à sa mère. Les choses se sont lentement construites de façon suffisamment pertinente pour l'enfant pour qu'elle puisse être complètement autonome dans la relation qu'il a liée à sa mère. J'avais trouvé le témoignage tellement fabuleux que je voulais qu'on vous le livre. Ça n'a pas été possible, je le regrette. Mais je terminerai là-dessus, parce que j'ai été très sensible au film qu'on a vu. Ce qui m'a plu dans le propos de l'éducatrice, et c'est pourquoi j'aurais voulu qu'elle vienne, c'est que je l'écoutais et je le trouvais extrêmement beau. Extrêmement beau. Et quand j'ai vu le film, j'ai été frappé par son esthétisme. Je ne sais pas si vous l'avez été frappé comme moi, mais la main sur le dos, la main de l'enfant sur le dos de son père, il y a des images qui sont vraiment extrêmement belles. Et je me dis essentiellement que cette dimension esthétique, la recherche du beau, beau dans ce que l'on dit des choses, la beauté dans ce que l'on peut mettre aussi d'attention au récit que l'on fait, c'est pas simplement des effets de verbe, c'est pas simplement des effets oratoires, c'est bien au-delà, c'est le témoignage de ce que l'on peut reconnaître à un individu de totalement spécifique et original. Le beau, ça n'est jamais autre chose, ça n'est jamais rien d'autre que ce qui n'est pas commun. Ce qui est commun, ça peut nous plaire, mais ça n'est pas beau. Ce qui est beau, quelles que soient les cultures, quelles que soient les époques, c'est ce qui nous surprend. Ce qui nous surprend, c'est l'instant où on voit dans un autre auquel on est confronté quelque chose qui lui est spécifique. Et je crois que la dimension éthique, la dimension technique, que cette dimension éthique, sur laquelle cette dimension éthique repose et qui repose nos façons de faire, nécessite aussi cette attention à la personne dans ce qu'elle a de spécifique. Ne pas l'enfermer dans une condition, dans une identité de fou, par exemple, de psychotique, ne pas l'enfermer, essayer de voir toujours ce qu'elle a de spécifique et d'authentique. Et ça n'est jamais autant facilité que quand on est attentif à ce qu'elle peut avoir de beau, enfin, ce qu'il peut y avoir de beau en elle. Cette recherche du beau, c'est une garantie de bien. Voilà. Pour rappeler ce que disait Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. Voilà. Les élèves le monde. Voilà. Alors, on va laisser la place, mais toujours dans cette